La vie des idées, avec Mathieu Bock-Côté. Chers amis, bonjour, ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue à La vie des idées. Marc Crapez est une figure singulière de la science politique française. Historien des idées et politologue, il est l'auteur de nombreux ouvrages d'une grande originalité et d'une érudition époustouflante. Dans les premiers, La gauche réactionnaire et Naissance de la gauche, il proposait une nouvelle généalogie du clivage gauche-droite dans un pays qui a l'habitude de le croire éternel et inaltérable. Il a aussi mené d'autres recherches, notamment sur l'antisémitisme de gauche et le phénomène des bulles idéologiques. Et tout récemment, il publiait 2 nouveaux ouvrages. Dans le premier, Éloge de la pensée de droite, il propose, comme le titre l'indique, un éloge d'une droite sûre d'elle-même. Dans le second, Je suis un contrariant, il revient sur son parcours intellectuel et les grands thèmes qui ont habité et habitent encore sa réflexion. Aujourd'hui, à La vie des idées, c'est un immense plaisir de le recevoir pour parler de la situation de la France à la veille de la présidentielle de 2017. Et nous ne nous interdirons pas, évidemment, d'entrer plus en profondeur dans son œuvre et ses œuvres. Marc Crapez, bonjour et bienvenue au Québec. Bonjour, merci beaucoup. C'est un immense plaisir de vous recevoir. Alors, je commencerai avec une question très générale. Nous savons en ce moment, nous suivons ceux qui s'intéressent à la France, il y a une présidentielle à l'horizon, il y a une primaire à droite où s'affrontent plusieurs candidats. Une question néanmoins, au-delà des personnalités des uns et des autres, quels sont les grands enjeux intellectuels de cette primaire à droite? Est-ce que la droite française en ce moment, qui espère revenir au pouvoir en 2017, est-ce qu'elle a connu une forme de rénovation intellectuelle, un renouveau programmatique, ou est-elle dans une forme d'impasse intellectuelle depuis plusieurs années qui est appelée à durer? Je pencherais plutôt pour la deuxième solution. En fait, la primaire elle-même est pas tant une décision sciemment concertée et échafaudée par le grand parti de droite que quelque chose qui s'est imposé parce qu'il a l'aval de l'opinion publique, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose d'ailleurs. Il y a une demande démocratique, il y a une demande de consultation démocratique et les gens veulent avoir leur mot à dire pour choisir leur leader politique. Après tout, c'est pas forcément plus mal que les manœuvres de couloir ou autres procédés de jadis. Mais ça montre que le politique se contente de suivre l'opinion, ça montre que le politique se contente de suivre les circonstances et qu'il n'a pas planifié ni réfléchi nécessairement on peut par exemple s'interroger sur le nombre de candidats. Est-ce que 14 candidats, ou je sais pas le chiffre à l'heure actuelle, mais c'est de cet ordre-là, c'est pas un petit peu ridicule par rapport au Parti socialiste qui avait fait sa primaire avec, je crois, 6 candidats qui étaient assez représentatifs des différentes, et encore 5 candidats plus un candidat d'un petit parti qui s'appelle les Radicaux de gauche, donc qui est associé avec le Parti socialiste, mais qui a un positionnement assez centriste. 6 candidats, ça représentait un petit peu l'éventail des sensibilités au sein du parti, alors que là, à droite, avec une quinzaine, c'est davantage des questions de personnes que d'idées, je crois. Il y a plusieurs, dans votre livre Éloge de la pensée de droite, vous analysez les différentes traditions, notamment les différentes traditions de pensée, les différentes traditions politiques qui se rencontrent dans cette droite française, dont on nous dit souvent qu'on devrait parler des droites plutôt que de la droite, mais au-delà de ça, quels sont les grands enjeux qui se posent aujourd'hui à la droite française à la veille de la présidentielle? On nous dit, à tout le moins on croit comprendre, que l'enjeu identitaire va être très important dans la présidentielle à venir. Quels sont les grands enjeux pour la droite aujourd'hui? Alors, on va pas revenir sur la droite en tant que telle, historiquement, etc. Je distingue un peu 4 composantes qui me paraissent devoir être associées dans un projet de droite. Être à la fois conservateur, libéral, parce que le libéralisme, c'est la condition de la prospérité, aussi modéré dans une certaine mesure par distinction avec un certain sectarisme de gauche, et enfin j'ai oublié le dernier. J'ai fait également une petite typologie plus réjouissante en distinguant droite tennis, droite littéraire, oui. et droite populaire, droite belote, pour la nommer. Je crois que c'est intéressant parce que ça montre les mythes politiques et les émotionnels qui sont sous-jacents. Donc la droite
face à une gauche qui est l'utopie du progrès en tant qu'impératif moral, selon moi, c'est une certaine vision de l'histoire, le fait que la nature humaine est ce qu'elle est depuis un certain temps et ne peut pas varier du jour au lendemain. C'est une certaine vision de la politique, de la temporalité politique, pour utiliser un néologisme, qui a besoin d'être jugé sur la durée, le sentiment de la pérennité. Maintenant, pour passer à la deuxième partie de la question, le problème actuellement, je dirais, est pas forcément propre à la droite. Il y a une sclérose des partis en France. Finalement, le MoDem, le parti plus ou moins centriste de François Bayrou, a échoué. Le parti de Jean-Luc Mélenchon, qui se voulait une sorte de renouvellement de la gauche, pour utiliser l'expression consacrée, et très pudique d'ailleurs. La gauche de la gauche sans être la gauche communiste. Tout en voulant absorber la gauche communiste. Voilà. Sur le modèle un peu de Die Linke en Allemagne ou de parti italien, et stationnaire, stagne un petit peu, après une pointe à, on va dire pour simplifier, à 15%, et plutôt redescendu à la moitié de cet étiage, à 7%. Donc il y a un éventail des partis qui est assez proche de ce qu'il était il y a 30 ans. Au niveau en ce qui concerne les leaders, c'est également, surtout à droite, c'est uniquement les gens qui ont poussé à l'ombre de Jacques Chirac, puis à l'ombre de Nicolas Sarkozy, qui sont en course. Il n'y a pas véritablement de joker ou de perturbateur ou de. J'ajoute qu'il n'y a pas de parti. Un phénomène intéressant, me semble-t-il, en Europe et chez vous aussi, sont les partis anticorruption. Les partis anticorruption. Comme les partis pirates, on pourrait dire par exemple dans les pays scandinaves. Tout à fait, en partie, mais je pense d'abord à Beppe Grillo et le mouvement 5 étoiles en Italie, qui est un parti anticorruption, on va dire, de gauche, pour le qualifier, ou Ciudadanos en Espagne, qui est un parti anticorruption de centre droit, comme l'était d'ailleurs dans une certaine mesure Bayrou avec le MoDem, mais qui a échoué en France, et comme l'est chez vous, je crois, le CAC, ou la coalition Avenir Québec qui a voulu occuper ce créneau-là. Ah. Mais qui en occupe d'autres, en fait. On peut discuter après du bien fondé ou pas, mais il y a une forte analogie, me semble-t-il, avec Beppe Grillo et Ciudadanos en Espagne, un positionnement de centre droit, et néanmoins, avec une contradiction d'ailleurs, et néanmoins anticorruption vis-à-vis des élites antérieures, avec une contradiction qui est que les leaders de ces partis viennent finalement des partis anciens, et que leur prudence idéologique est un petit peu contradictoire avec leur caractère anticorruption. Oui, des partis anti-système avec une grande prudence idéologique. Voilà. On a parlé de la crise des partis. Traditionnellement, une bonne partie de la droite française se réclamait d'une manière ou de l'autre de l'héritage gaulliste. C'était l'espèce d'héritage qui chapeautait plusieurs familles qui, avec les années, tous ont pris l'habitude de se référer au général de Gaulle, un général de Gaulle de plus en plus vidé de sa substance, une forme de général de Gaulle que chacun apprête à sa sauce pour, en disant cette référence est inévitable, on va se l'approprier tout en lui faisant dire ce qu'on veut. Est-ce qu'on peut dire de la droite française qu'elle vit encore aujourd'hui, elle assume encore l'héritage du gaullisme d'une manière ou de l'autre? Oui, alors je crois qu'il y a une petite mésinterprétation, parce que c'est une sorte d'héritage acidulé, expurgé ou aseptisé qu'on nous présente, puisque de Gaulle on retient l'homme du 18 juin et l'homme des conquêtes sociales de la libération, ce qui est tout à fait important et tout à fait décisif, etc. Mais c'est une sorte de lecture rétrospective un peu biaisée, parce que l'homme du 18 juin 40, l'appel du 18 juin qui est à l'origine, d'appelons ça, de la résistance aux Allemands. Vous me pardonnerez cette précision pour nos auditeurs québécois. Et j'abonde dans le libellé que vous employez, c'est-à-dire la résistance aux Allemands, à l'armée allemande, une forme de bellicisme effréné et d'hégémonisme et d'invasion du territoire national. C'était pas spécifiquement, il suffit de lire les mémoires de guerre, c'était pas spécifiquement à l'époque
quelque chose contre le nazisme en tant que tel, contre l'idéologie nazie en tant que telle. Le deuxième point, c'est les conquêtes sociales de la libération. C'était absolument pas le Front populaire, puisque De Gaulle lui-même a porté la durée hebdomadaire de travail que le Front populaire avait ramené à 40 heures, à 47 je crois. Bref, il a dit il faut retrousser les manches, que chacun retrousse ses manches, soit comme dans les rallyes anciennes du Québec des castors. Vous savez pourquoi, Mathieu ? Allez-y, explique-moi ça. Parce que le castor était industrieux. Et le castor a ensuite été remplacé par la fleur de lys. Ah bon ? Oui, pour les francophones Et donc, De Gaulle a augmenté la durée du travail hebdomadaire, ce qui est évidemment à l'encontre du Front populaire. Et les conquêtes sociales de la libération découlaient de tout un courant d'idées qui a aussi bien été du côté de Vichy que du côté de la résistance. Le fondateur de la sécurité sociale, par exemple, en France, avait lui-même été dans un cabinet de Vichy, etc. Une complexité des origines de l'État social en France. Tout à fait. Bref, l'homme du 18 juin et des conquêtes sociales, c'est une sorte de mythologie qui me paraît rejoindre donc De Gaulle était certes pour les conquêtes sociales, mais c'est aussi l'homme du Francfort, du plan Rueff. Jacques Rueff, l'économiste libéral qui inspirait la politique du général de Gaulle. Tout à fait. Pour redresser, comme on disait à l'époque, le mot est devenu quasiment imprononçable. Oui. Le redressement français, ça sonne à nos oreilles comme quelque chose d'assez conservateur, voire pire. Mais pour redresser l'économie. Et donc, ce qui me semble intéressant, c'est que c'est le cache-misère d'un déficit d'idées et en même temps d'un vieillissement du personnel politique et des références politiques. Finalement, les commentateurs disent il y a un vieillissement de la population qui porte à droite, qui droitise la scène politique française. Premièrement, ça droitise pas nécessairement dans la mesure où ils sont davantage pour le parti de droite classique que pour le Front National. Et deuxièmement, Front National de Marine Le Pen. Oui, bien sûr. Et deuxièmement, j'ai perdu le fil de mon... Mais je vous reprends là-dessus, cela dit, c'est-à-dire vous parlez d'une droitisation de la société française. Donc, y a-t-il droitisation véritablement de la société française? On nous dit dans les médias nord-américains, on dit la France se droitise. La France, aujourd'hui, serait tentée comme jamais par la droite. Est-ce que c'est une formule rhétorique qu'on plaque sur la réalité ou est-ce que ça correspond à un mouvement véritable de des préférences de la population? Là, il y a des raisons à contrario qu'on pourrait développer pendant longtemps, que j'en ai à la tonne, mais je voudrais simplement en donner une qui est parlante. On parle de droitisation et de populisme, alors qu'on ne parle jamais de l'antonyme de ces mots, la gauchisation et l'élitisme. Or, si c'était des critères scientifiques, on entendrait ne serait-ce que occasionnellement, une fois de temps en temps, parler de gauchisation, même pour une autre époque, un autre pays, etc. On n'en entend jamais parler. Donc, c'est quelque chose d'autrement suspect. J'ajoute un petit fait, par exemple, dans les dictionnaires et encyclopédies français de la fin du 19e siècle, on trouve des mots qui ont disparu de la circulation, comme, tenez-vous bien, Mathieu, anti-patriote, anti-populaire. Donc le fait que ces mots aient disparu de notre univers intellectuel montre bien à quel point le curseur a basculé à une autre extrême. Il y a une histoire politique du vocabulaire qu'on peut faire sans aucun doute. C'est très intéressant. Je cite juste un autre petit exemple. En 1944, il y a un livre de juifs américains contre le nazisme où l'un d'eux dit mais bon sang, pourquoi on nous déteste avec cette histoire d'antisémitisme? Est-ce que on parle d'antilibéralisme? Donc, en 1944, l'antilibéralisme, qui est devenu quelque chose de si répandu n'est même pas conceptualisé, n'est même pas concevable dans l'esprit des gens de l'époque. Ça montre bien à quel point les univers ont permuté, ont basculé. Juste pour terminer... Sur ce vieillissement de la population, je crois qu'il y a surtout un vieillissement des élites. On le voit avec la figure d'Alain Juppé en France,
Le nouveau père de la nation, celui qui arrive pour réconcilier les Français divisés. Tout à fait. Vous avez sans doute lu, comme moi, le classique de Raoul Girardet sur les mythes bien politiques qui opposait à l'archétype d'Alexandre, le capitaine avide de gloire, Cincinnatus, la vieillesse sécurisante, etc. Je crois qu'il y a un syndrome, j'ai appelé ça le syndrome français de MacMahon. J'ajoute, pardonnez-moi, qu'il y a des élites en roue libre. Je me faisais la réflexion sur l'attention médiatique qui est portée à la maladie de Jacques Chirac, ou peut-être pire, mais pour l'instant, c'est une maladie. C'est quand même assez incroyable. Il y a une sorte de... j'entendais également que Madame Chirac va se reposer à l'hôpital. Est-ce qu'un hôpital est fait pour aller se reposer ? Quand même. Non. Un hôpital est fait pour soigner. Donc il y a véritablement une sorte d'impunité ou de... Donc je vous ramène sur le contexte. Donc vieillissement moins de la population, vieillissement des élites, épuisement programmatique, épuisement du système des partis. Pourtant, on nous présente 2017 à venir comme une élection décisive sur des choix fondamentaux de société. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que la France s'apprête à prendre un choix fondamental sur son avenir en 2017, ou est-ce que tout ça c'est du théâtre politique pour masquer l'insignifiance relative des programmes? Je penche pour petit 2, parce que, comme disait Louis Jouvet, un acteur fameux des années 30, la nouveauté, mais c'est vieux comme le monde tout ça, et effectivement le discours sur le renouvellement, sur la nécessité de faire une autre politique, de dire les choses autrement, etc. C'est quand même des choses qu'on connaît depuis 30 ou 50 ans. Je crois que vous l'avez très bien souligné dans un article, il y a une sorte de positionnement circonstanciel par rapport à un syndrome de l'opinion publique. C'est-à-dire que le pouvoir agit moins en fonction de convictions mûrement réfléchies ou même pragmatiques, mais de convictions que d'opportunités de retombées médiatiques qu'il escompte. Autrement dit, le pouvoir est dépendant du système médiatique et de la gratification symbolique qu'il offre. Oui, il y a un fort poids des symboles. Je voudrais faire une petite comparaison amusante. Je me suis intéressé un petit peu au logo des partis québécois. D'accord. Et j'ai découvert que le CAQ a changé 3 fois de logo. Oui, absolument. Et il y a un monde de différence dans l'univers des représentations politiques entre le deuxième logo, qui a des couleurs un petit peu arc-en-ciel, qu'on associe volontiers à certaines tendances. La diversité en fait plus largement. Tout à fait. Et le troisième logo, qui lui, très classiquement, est du rouge et du bleu. Et plus bleu que rouge d'ailleurs. C'était la volonté pour la CAQ de marquer son virage nationaliste. Tout à fait. Qui sont les couleurs traditionnellement plutôt de partis de gouvernement, droite, etc. Il y a d'ailleurs un chassé-croisé. C'est-à-dire que le Parti libéral va adopter le rouge et bleu en 2003. Oui. Puisqu'auparavant il était uniquement rouge. Le Parti québécois va évacuer ce rouge et bleu en 2007. Au profit du vert, qui est une couleur... Tendance écologique. En fait, à l'origine, le rouge représentait la présence des libéraux au sein du Parti québécois, Bleu Québec, et le vert, ça voulait montrer une modernisation écologique du Parti québécois. C'est une sorte quand même de petits coups d'orientation un peu à gauche, un peu progressiste, un peu, et est arrivé après le Parti conservateur avec ces 2 fameuses couleurs. Tout ça pour dire que il y a une sorte de vacuité, de manque de pugnacité. Je crois quand même qu'il faut ne pas être trop négatif. Je lisais différents livres sur Sarkozy. Je crois qu'il a quand même des convictions fondamentales, selon certains témoignages. Lesquels ? Et il est convaincu d'un certain bon sens ou d'une certaine intelligence du peuple. Donc Sarkozy, autrement dit, refuse d'infantiliser le peuple.
On n'irait pas jusque-là. À tout le moins, il y a un certain bon sens populaire qu'il reconnaît. Il croit en un certain bon sens. Il croit en sa bonne étoile, ça c'est plus personnel. Mais il croit il a une certaine vision gaulliste, peut-être. Il a une certaine vision d'un rôle de la France, et je crois qu'il ne se laisse pas démonter par un certain nombre par une certaine culture. Je vais prendre un exemple. Clémenceau disait la politique, faut petit 1 poser des questions pertinentes, petit 2 apporter des remèdes sensés, et petit 3 avoir l'énergie de les appliquer. Oui. Ça pourrait correspondre assez bien à Sarkozy. Et je vais donner un exemple que cite Yasmina Reza dans son livre sur la campagne de 2007. L'aube, le soir, la nuit, un livre de la dramaturge. Tout à fait passionnant, parce que Sarkozy visite une antenne du CNRS, donc la recherche française, où il est accueilli très fraîchement par des gens qui s'estiment très supérieurs à lui, et tout d'un coup il demande mais qui dirige, quelle politique, donc des questions pertinentes évidemment, et une directrice régionale ou un directeur régional du CNRS lui répond qu'en fait il a rien compris, que la recherche c'est ceci cela, et votre question ne veut rien dire. Autrement dit, on le regardait avec condescendance et mépris. Tout à fait. Ce qui est l'habitude de certaines élites progressistes par rapport aux hommes politiques conservateurs. Tout à fait. Et c'est même un vieux dérivé de réflexes universitaires, comme je le raconte dans mon livre, la question mal posée. Bref, passons, mais c'est vraiment quelque chose qui est une sorte de tic que les élites ont pris, comme on parlait tout à l'heure de la droitisation, la question mal posée. Et il revient... Sarkozy, donc il encaisse le coup, votre question ne veut rien dire, et il revient en disant des évidences, des choses qui s'imposent, je reprends la formule d'un politologue du 19e siècle, qui s'imposent à notre intelligence. Le fait qu'il puisse y avoir, le fait qu'il faille que quelqu'un dirige, et qu'il faille qu'il y ait une orientation, oui, bien sûr. Qu'il y ait un gouvernement, un gouvernail, un cap, etc. Et ouais, est-ce qu'on préfère un lien entre ça et le fait que Sarkozy a un sens, on pourrait dire, naturel de l'autorité? C'est-à-dire cette idée qu'il veut incarner, je ne dis pas qu'il y parvient, mais qu'il veut incarner un chef avec une énergie de redressement, une énergie capable d'assumer une certaine direction, de pas se perdre dans la consultationnite, appelons ça comme ça? Oui, et puis c'est tout à fait, et ça converge également avec son idée de critiquer les corps intermédiaires qui, il s'en est aperçu à l'usage, ont freiné des 4 fers pour toutes les réformes, même s'il porte lui-même une part de responsabilité ou autre. Tout à fait, oui. Il y a une question évidemment. Pardonnez-moi, il y a une question qu'on doit poser lorsqu'on s'intéresse à la situation de la France à la veille de 2017. C'est évidemment la question du Front National, c'est-à-dire ce parti qui occupe une place croissante dans la vie politique française, tout en demeurant le grand exclu de la vie politique française. Plusieurs croient qu'il va réussir à traverser le premier tour inévitablement, donc il va être au deuxième. Le Front National, on dit normalement, pour en parler, parti d'extrême droite, parti populiste. Est-ce que ces deux termes sont adéquats pour parler du Front National? Et s'ils ne le sont pas, de quelle manière devrait-on parler intelligemment de ce parti? Je pencherais, en fait, la science politique de jadis parlait de partis protestataires. Ça me paraît pas inadéquat. Il y a un côté également parti attrape-tout qui est indéniable dans le Front National, même si je suis absolument opposé à y voir un parti à parler de gauche ou de gauchisme ou des formules polémiques qui sont là pour le rejeter en dehors de la rationalité de droite ordinaire. C'est pas un parti de gauche, même s'il y a une forme de démagogie sur par exemple les retraites, etc. C'est un parti qui, par exemple, dans les municipalités qu'il gère depuis quelques années, se fait affiche sa volonté d'être économe des deniers publics, ce qui est une idée tout à fait de droite. On pourrait multiplier les exemples.
Mais dans son ensemble, si on dit parti d'extrême droite, est-ce que le terme en tant que tel est pertinent on l'utilisait pour le père, on essaie encore de l'utiliser pour la fille. Est-ce que c'est un terme pertinent qui nous en dit? Alors, il y a, comment dirais-je, Marion Maréchal Le Pen a un argument un petit peu facile en disant on n'est pas un parti antidémocrate, donc on n'est pas un parti d'extrême droite. Là, il y a une forme de syllogisme. C'est pas parce qu'un parti n'est pas antidémocrate qu'il n'est pas d'extrême droite. C'est pas parce qu'il est distinct nettement de l'extrême droite de jadis et du fascisme qu'il est bon. Mais globalement, si l'on connaît un peu, si l'on comprend un peu ce qu'étaient les ligues, les gens qui manifestaient, qui faisaient peur aux autres, les ligues protestataires des années de la première, les trois premières décennies du XXe siècle, qui faisaient peur aux autres, qui tapaient sur les autres et qui tenaient la rue et qui faisaient vaciller les régimes de l'époque. Et il faut quand même faudrait quand même changer un petit peu de vocable. Effectivement, parti d'extrême droite, ça ne correspond plus à la réalité de la vie de beaucoup en Hollande, par exemple, où je pense que ça correspond pas non plus à la situation française maintenant, avec en plus des leaders qui sont aux antipodes de l'image traditionnelle du côté fort en gueule, si vous me passez l'expression, de Jean-Marie Le Pen, des leaders comme Philippot, Alliot, etc., le maire de Fréjus également, David Rachlin, oui, que certains disent secrètement, relativement d'une matrice relativement extrémiste, mais qui en tout cas est un personnage qui est aux antipodes du portrait habituel qu'on fait de ce que serait l'extrême droite. Voilà, tout à fait. Alors on vient de faire un peu le portrait, c'est-à-dire de Mélenchon au Front National de l'état actuel de la politique française. Vous me corrigerez, il nous reste peu de temps avant d'aller à la pause. Très rapidement, est-ce qu'il y a en France aujourd'hui un espoir sincère de renouvellement de la politique pour 2017, ou est-ce qu'on se dit c'est une élection perdue à l'avance et on va continuer de s'enfoncer dans l'impuissance? Là, vous posez une question qui est difficile parce que elle est très subjective. Je dois dire, à ma grande honte, qu'on avait fait une interview dans votre blog du Journal de Montréal il y a quelques années. Et je me suis complètement planté, je dois dire. Je pense que c'est pas sur beaucoup de sujets, mais j'ai pas pensé que Sarkozy reviendrait dans la course. Donc, pour répondre à votre question, je crois qu'il y a quand même une forme de désespérance ou d'inquiétude sur ce que pourrait être la capacité à réformer et à redresser, pour utiliser un vieux mot, la France, du leader qui sortira des urnes. Effectivement, il y a d'abord, les gens sont quand même déçus, peut-être, je pense, par le manque de renouvellement. On voit que Sarkozy, dans les sondages, avait une forte opposition, y compris venant de la droite, parce que les gens trouvent que il a quand même plus ou moins échoué une première fois et que ça n'est pas une bonne chose que de recommencer avec les mêmes, surtout qu'il y a une sorte de risque de duel Sarkozy-Hollande. Donc franchement, ce duel tape c'est la perspective de ce duel tape sur le système de beaucoup de gens. Autrement dit, on pourrait dire, avant de passer à la pause, en un mot, que il y a un mélange d'espoir et de désespoir à la veille de cette élection. Oui, alors l'espoir, c'est sûr que Sarkozy a une énergie peu commune, mais d'abord il n'est pas sorti vainqueur des primaires, mais je crois qu'il va sortir des vainqueurs des primaires. Je me lance dans un autre pronostic. Sur cette prédiction, nous allons à la pause pour quelques instants et nous revenons dans quelques instants avec Marc Rapez, à La Vie des idées, pour le thème Situation de la politique française à la veille de 2017.
Radio VM. Chers amis, nous sommes de retour à la vie des idées avec Marc Crapez, politologue, historien des idées, de passage au Québec pour quelques jours, qui nous fait l'honneur de passer à ce micro pour décrypter avec nous cette question fondamentale, c'est-à-dire quel est l'état de la France aujourd'hui à la veille d'une élection présidentielle que tous disent, à tout le moins que tous supposent qu'elle sera déterminante pour l'avenir de ce pays. On voit une présidence Hollande qui est pour l'instant discréditée. On voit Nicolas Sarkozy qui est parvenu à revenir en politique. Marc Crapez nous disait il y a quelques instants qu'il remporterait probablement la primaire. On voit une partie de l'électorat qui se réfugie ou à tout le moins qui campe désormais clairement dans un parti protestataire comme le Front National. Donc on a une situation qui permet beaucoup de spéculation et qui n'offre pas tant de certitude que ça. Et nous avons Marc Crapez pour nous éclairer un peu devant tout ça. Question qui nous détache un peu de l'actualité, mais qui nous ramène sur le fond des choses, sur l'histoire. On pourrait dire il y a une histoire de la pensée de droite en France. Si on fait l'histoire de la pensée conservatrice d'une manière ou de l'autre, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une forme de déplacement progressif à gauche de ce qu'est la droite française? Je m'explique, c'est-à-dire certaines idées qui autrefois étaient considérées comme des idées de gauche modérée. Aujourd'hui, on considère que ce sont des idées très à droite. On considère, ou pour le formuler autrement, est-ce que le centre de gravité intellectuelle et politique de la France est passé plus à gauche, ce qui fait que quelqu'un qui était droite modérée il y a quelques années est aujourd'hui de droite radicale sans même avoir changé de position? Oui, tout à fait. Oui, ça s'est déporté. Je crois que la France a cette particularité qu'elle est le pays de l'OCDE le plus à gauche. La gauche est la plus à gauche et la droite est la plus à gauche qu'on puisse imaginer. Pour le jeu de l'imagination, imaginons que le général de Gaulle revienne en politique aujourd'hui. Je devine qu'on dirait que c'est un affreux populiste d'extrême droite, xénophobe, infréquentable et tout ça. Tout à fait. C'est d'ailleurs noir sur blanc dans certains livres de gens dont les affinités sont extrêmement à gauche et qui ressortent les vieux propos. Chacun connaît les propos sur Colombelle et de Mosquée, mais il y a également l'utilisation de certains savants, de certains démographes, de certains par le général de Gaulle. Il faudrait citer des choses aussi qui sont d'ailleurs contestables sur de Gaulle. Il y a eu des témoignages comme quoi durant la guerre d'Algérie, il laissait faire sans évidemment se prononcer et ouvrir la bouche. Il laissait faire certains de ses collaborateurs qui avaient des méthodes expéditives. Assez expéditives, oui. Sur le 68, c'est pareil, on est un petit peu déçu par le général de Gaulle avec son côté affolement d'aller voir Massu, etc. Le général Massu qui était à Baden-Baden, je crois. Oui, il y a une sorte de panique qui a pas du tout chez Raymond Aron, qui analyse froidement la chose dans ses implications un peu infantiles, etc. Chez de Gaulle, il y a une sorte de panique propre un peu à l'idée que je crois erronée que la France s'était cervelée et qu'un rien pourrait la faire basculer. Alors c'est des choses qui correspondent à l'histoire du 19e siècle ou auparavant, mais qui me paraissent dénuées de fondement maintenant. C'est une manière facile pour les élites de rejeter la responsabilité sur le peuple. Ah, les Français sont ingouvernables. Or, je pense pas qu'ils sont ingouvernables. Je pense que les élites sont pusillanimes à les gouverner, ce qui est assez différent. Ce qu'on va se dire. Donc, il y a une forme de déplacement du centre de gravité de la vie politique qui fait en sorte appelons ça le centre droit d'avant-hier devient la droite d'aujourd'hui, sera quelquefois l'extrême droite de demain. Tout à fait. Et puis il y a cette question du Front National, effectivement, qui biaise un peu le tableau. On discutait à la pause et vous aviez une remarque très très pertinente en disant qu'un terme comme extrême droite qui n'est plus revendiqué par personne perd une partie, en quelque sorte mathématiquement, une partie de sa signification. Mais j'ai développé une idée par rapport à l'histoire de France. Le Front National joue le même rôle qu'a eu le souvenir du coup d'État de Napoléon III en 1850. Ah, développer ça pour nos oreilles nord-américaines. Le souvenir du coup d'État de Napoléon III en 1850 a fait que les républicains français
voulait surveiller l'exécutif, encadrer l'exécutif, mettre une sorte de précaution à l'exécutif de telle manière que il a fallu, à telle enseigne qu'il a fallu attendre plus d'un siècle, c'est-à-dire De Gaulle avec les institutions de la Ve République, pour que la France soit gouvernable. Auparavant, se succédait la valse des ministères tous les 3 mois, tous les 6 mois, etc. Et l'exécutif était impuissant et pusillanime. Et c'est De Gaulle, justement, qui, surmontant et il y a des textes de penseurs ou d'hommes politiques de droite comme Tardieu, un certain nombre de gens tout à fait sensés qui tentent de faire valoir cette nécessité d'en finir avec ce syndrome du coup d'État de Napoléon III. Autrement dit, la peur d'un exécutif fort. Voilà, la peur d'un exécutif fort qui a fait stagner la France a duré un siècle. Et ben le Front National, c'est un peu la même chose, c'est la peur du Front National, c'est ce que disait le regretté Jean-François Revel. On n'imagine pas que le pire du Front National, c'est la masse des interprétations stupides que suscite son existence. Oui, ce que vous citiez d'ailleurs, si je ne me trompe pas, dans le dernier chapitre de Naissance de la gauche. Tout à fait. Et donc le Front National, par souci de se positionner différemment de lui, de dire pratiquement le contraire de lui, c'est un peu schématique, mais il y avait une caricature de Jacques Faisan dans les belles années du Figaro, où Georges Marchais disait à Marianne, qui dit dans un climat de neige, dit qu'est-ce qu'il fait froid, lui disait attendez d'avoir l'opinion de l'ambassade du RSS. Bon ben là c'est un petit peu pareil, on peut pas dire Georges Marchais qui était le chef du Parti communiste à l'époque. Tout à fait. On peut pas dire qu'il fait froid s'il fait froid, parce que sous prétexte que Marine Le Pen elle l'a dit le jour précédent. Et c'est évidemment quelque chose qui est intellectuellement consternant et qui paralyse les débats et Autrement dit, on pourrait dire que le Front National aujourd'hui dans la politique française est presque le grand ordonnateur du discours public. C'est-à-dire, s'il dit quelque chose, on ne peut pas le dire. On ne doit jamais faire son jeu. C'est-à-dire, quelque propos que ce soit qui pourrait contribuer à sa progression, on doit le taire pour ne pas favoriser la progression éventuelle ou fantasmée du Front National. Alors, ce parti qui est exclu politiquement, à tout le moins qui est considéré comme un parti illégitime, parvient néanmoins à commander une partie du débat public. Oui, effectivement, il a un rôle pivot, et ce qui est dramatique, c'est effectivement qu'il connaît un plafond de verre. Il s'en est aperçu lui-même, d'ailleurs, après l'avoir, tout en le niant, il connaît un plafond de verre qui est pratiquement inévitable, du fait qu'il ne veut pas, ou en tout cas dit ne pas rechercher d'alliance, compte tenu des compromissions des deux grands partis qui alternent au pouvoir. Donc il y a une forme d'impasse avec une forme de machiavélisme ou de cynisme politique au sens commun du terme. Tout le monde calcule qui va se faire élire à la présidentielle contre Marine Le Pen. Donc l'objectif c'est de passer le premier tour et ensuite on l'écrase au deuxième, inévitablement. Voilà, contre les 25% de Marine Le Pen, auxquels on prête d'avance 25%, ce qui ne paraît pas déraisonnable, bien qu'il me semble que la montée du Front National est beaucoup moins importante qu'on ne l'a dit, parce qu'il y a une sorte les résultats des dernières élections en France ont montré qu'elle avait beaucoup de mal à dépasser ces 25%, et que, compte tenu des taux de participation de la démographie française, etc., les résultats étaient parfois assez proches de ce qu'ils avaient pu être 20 ans auparavant. Oui, mais quand on lit les magazines français, c'est toujours assez fascinant. C'est-à-dire, ça fait 30 ans que la une de l'Express, du Point, ainsi de suite, dit le Nouvel Observateur, le Front National commence à stopper sa montée. Mais à force de monter depuis 30 ans, il devrait être aujourd'hui autour de 122-123%. Alors, on essaie de comprendre cette chose de monter perpétuellement annoncée, mais jamais concrétisée complètement. Donc, c'est comme si c'était la peur dont avait besoin le système politique pour se maintenir. Oui, ce qui exonère de regarder ou de faire son autocritique, effectivement. Or, il est clair que la montée est relative, d'une part, et d'autre part que un certain nombre de gens, je dirais même que le réflexe automatique de dire ça va faire monter le Front National est une forme de reconnaissance que le Front National a une part de vérité. Puisqu'il y a on prête aux gens un lien de cause à effet, tout en s'estimant supérieur à eux, on prête aux gens un lien de cause à effet entre les faits politiques qui interviennent en France
et le fait que le score de Marine Le Pen devrait augmenter. Donc c'est extraordinaire. C'est un propos qui à la fois se détache de la chose d'un regard critique et qui à la fois entérine le fait qu'effectivement la question des migrants, un certain nombre de dysfonctionnements et surtout l'échec des deux principaux partis à réformer est la cause d'une situation difficile, peu enviable et difficile. Oui. Marc Rapez, je me permets pour quelques minutes de dévier de notre conversation principale, tout simplement pour qu'on parle un peu de votre travail intellectuel en général, parce que vous signez récemment, vous publiez « Je suis un contrariant, petit précis d'un chercheur à contre-courant », et dans votre vie intellectuelle, dans votre parcours intellectuel, vous avez mené des recherches d'une grande originalité sur la nature du clivage gauche-droite, sur l'importance du bon sens en politique, sur la tentation des intellectuels d'embrasser souvent d'une manière ou de l'autre une forme de passion totalitaire. Et il y a une idée qui se dégage dans vos pensées, dans vos réflexions, qui me semble-t-il commande une bonne partie de vos analyses, c'est l'importance donnée au bon sens. D'ailleurs, vous avez signé un livre qui a pour titre Défense du bon sens, qui est un remarquable petit livre, une défense éloquente de l'idée de bon sens qui est si souvent discréditée. On présente le bon sens comme la rationalité de l'idiot. Eh bien, non, vous nous dites qu'il y a une intelligence dans le bon sens. J'aimerais vous amener un court instant, donc ce n'est pas sans lien avec ce qu'on disait depuis tantôt, c'est-à-dire les gens ne sont jamais aussi idiots qu'on le croit. Il y a une forme d'intelligence populaire qui s'exprime de différentes manières. Dans votre réflexion, vous vous présentez comme un libéral conservateur. Je ne pense pas me tromper en disant ça ainsi. Quelle est la place que vous accordez au bon sens populaire, appelons ça comme ça, dans l'intelligence des phénomènes politiques? Est-ce que il faut le congédier? C'est souvent ce qu'on nous dira, ce que nous disent les sociologues, les sciences sociales, en nous disant le bon sens, ce n'est qu'une série de préjugés qu'on doit laisser de côté. Vous, votre analyse politique et votre analyse politique de la France s'appuie aussi sur cette idée qu'il y a un bon sens populaire. Est-ce que je me trompe? Et si je ne me trompe pas, expliquez-nous le rôle du bon sens dans nos sociétés. Effectivement, la perception commune des gens ordinaires est quelque chose qui me paraît devoir être pris en compte. On utilise un mot savant en parlant de sociologie compréhensive pour qualifier la démarche de Raymond Aron et de Raymond Boudon. Derrière ce terme barbare se cache le fait d'essayer de comprendre la légitimité de chacun telle qu'elle s'argumente en fonction du contexte. C'est-à-dire que chacun est doué de raison et chacun est capable de faire travailler ses méninges et d'arriver à des conclusions rationnelles par rapport à son environnement. L'opposé de cette sociologie compréhensive, c'est la sociologie critique, la fameuse sociologie critique que les auteurs comme Aron et Boudon critiquent parce que ceux qui la pratiquent se voient comme des gens omniscients, capables de décrypter les borborigmes de l'homme ordinaire. Alors ils ont créé toute une série de choses absolument intimidantes, de néologismes, l'épistémologie, le questionnement, la rupture épistémologique. Ils se situent au-dessus de la compréhension commune. Tout à fait. Là, ils expliquent que les gens n'auraient aucune compréhension légitime de leur situation et une forme de sociologie surplombe ça, déconstruit tout et nous explique ensuite. Tout à fait. La question mal posée, le décalage, le décentrement, toute une série de néologismes qui en fait n'a pas grand intérêt. En fait, la compréhension de l'homme de la rue peut être aussi intéressante que la compréhension du savant. Einstein disait ce qui distingue le savant, c'est simplement un usage méthodique du sens commun. Et chez la plupart des auteurs libéraux ou conservateurs, depuis la nuit des temps, depuis au moins Montaigne, il y a cette idée que le bon sens est à prendre en compte, et ça n'a été battu en brèche qu'au XXe siècle par un certain nombre d'auteurs très particuliers qui se sont imposés dans les années 1960.
Donc ce qui distingue le savant, c'est simplement qu'il a plus de temps à consacrer à l'étude des questions, mais son cerveau est, contrairement au délire de l'Union soviétique où le cerveau de Lénine avait été décrété supérieur, où il y a très fortement l'idée de supériorité des membres du parti, des gens qui savent, des sachants, des gens qui détiennent le savoir, etc. La possibilité de connaître, comme on disait jadis, l'honnête homme est capable de... Et d'ailleurs, dans ce livre, je retrace la littérature antitotalitaire. C'est évidemment passionnant parce que des gens, dès la révolution bolchevique, se sont montrés catégoriquement opposés parce qu'ils ont dit ça va nous mener droit dans le mur, ça va nous mener dans des choses contraignantes et violentes. Et par la suite, quand les régimes réactifs de type fasciste ont émergé, ils ont également réfuté ces régimes. Je crois que c'est un point tout à fait important et j'ai découvert en travaillant sur ces questions d'antitotalitarisme, donc des gens qui étaient à la fois contre le communisme et contre le fascisme, un auteur québécois, quelqu'un qui, je crois, si j'ai bien suivi, a émigré au Québec dans les années 30 ou durant la guerre, un dénommé Yves Simon. Ah d'accord. Qui a écrit à la fois la grande crise de la République française, donc un livre d'analyse sur la France, très pertinent avec cette sorte de regard, pardonnez-moi, anglo-saxon, je veux dire par là cette sorte de regard qu'on peut avoir d'outre-Atlantique sur la France, donc distancié et pertinent, et qui a également publié en anglais un ouvrage de type sciences politiques chez, vous voyez, quelqu'un de très intéressant et un professeur de sciences politiques au Québec me disait qu'il avait retrouvé cet auteur dans la bibliothèque de son papa. C'était un livre de la bibliothèque de l'Honnête Homme des années 40-50. Voilà comment... Alors, mais ça, c'est une chose... On suit, excusez-moi, juste ma chute, comment on suit le conseil de Marc Bloch qui, comme je le raconte dans le livre, disait il faut aller chercher les textes. Oui, c'est une chose qui vous distingue d'ailleurs. Donc, il y a toujours ce souci de la citation quand on vous lit. Vous lisez vraiment. Vous avez le souci quand même d'extraire la matière des différents textes. Il y a une chose qui frappe dans Je suis un contrariant notamment. Si vous l'avez évoqué tantôt, la question de la pensée antitotalitaire. On a l'habitude de dire il a fallu attendre les années 50 ou 60 ou 70 pour comprendre la vraie nature du communisme et ainsi de suite. Et là, vous nous montrez, après une lecture très fine de textes très souvent oubliés, des textes qui n'appartiennent pas au canon généralement admis de la science politique ou de l'histoire des idées, que dès les événements, dès 17, dès 18, dans les années 20, il y a déjà des intellectuels libéraux, conservateurs, attachés au sens commun qui comprennent la nature totalitaire du communisme, par exemple. Oui, alors ce qui est fascinant, c'est l'une des raisons pour lesquelles ça a été évacué, d'abord par ignorance, mais également pour cette raison-là. Ce qui est fascinant, c'est de voir des auteurs comme Henri de Kérillis, qui écrit un livre « Français, voici la guerre » en 1938, comment des auteurs qui n'ont rien presque idéologiquement contre le fascisme italien, qui est relativement inoffensif par rapport au nazisme, si on se place dans le contexte de l'époque, sont également extrêmement contre le régime hitlérien parce qu'il le voit comme belliciste. Et ça peut aller jusqu'à des points de vue très tranchés comme celui, mais c'est un débat franco-français, le papa de Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui est un petit peu complaisant. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que des gens comme Raymond Aron vont être plus ou moins censurés. À tout le moins, Raymond Aron est désapprouvé par le comité de rédaction d'une revue où il publie un article antitotalitaire, ce qui n'arrive pas très souvent. C'est assez rare. C'est assez rare. C'est un auteur, pour l'anecdote aussi, Raymond Aron, je l'ai lu à la Bibliothèque nationale ou à la Bibliothèque de Sciences Po quand j'étais jeune. Il est rageusement annoté par un certain type de lectorat avec des annotations comme fasciste ou salaud ou ce genre de remarques hautement intellectuelles. Mais donc Raymond Aron fait partie de ces auteurs antitotalitaires et effectivement ces auteurs dégagent des caractéristiques communes au nazisme et au stalinisme qui sont très frappantes. Il y a le portrait du tchéquiste par exemple qui est un homme
avec une gabardine de cuir noir, des bottes de cuir et un Moser à la ceinture. Donc c'est exactement ce qui va arriver 15 ans plus tard en Allemagne nazie, et plus généralement il y a des caractéristiques de négation de la dignité humaine, etc., qui sont vraiment frappantes. Et ces auteurs antitotalitaires ne sont pas du tout des gens d'extrême droite ou des gens nécessairement réactionnaires ou autres. Ce sont souvent des gens qui viennent du socialisme, ce sont souvent des immigrés des pays d'Europe centrale, ce sont souvent des juifs, ce sont souvent des gens qui n'ont pas d'intérêt idéologique nécessairement à... Je ne pense pas me tromper, vous me corrigerez si je me trompe, en disant que on pourrait vous qualifier de libéral conservateur. C'est une description qui vous convient à peu près? Tout à fait. Alors, ou réaliste politique. Utilisons néanmoins la première parce qu'elle a une portée philosophique peut-être un peu plus riche. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce terme? À quoi réfère ce terme libéral conservateur? Si on cherchait à en donner une définition, parce que c'est un terme qu'on retrouve dans la vie des idées, dans la vie intellectuelle, dans l'histoire des idées, mais quelquefois, la possibilité de le définir, on ne le définit jamais très très bien. Alors, je vous proposerais vous-même de définir ce terme libéral conservateur auquel vous adhérez, parce que ça je dirais que ça inspire aussi vos analyses, votre compréhension de la chose politique. Je vais, pardonnez-moi, être un peu philosophique. Je dirais que c'est l'idée d'Aristote que l'homme est un animal politique, l'idée de Hobbes que l'homme est un loup pour l'homme, et l'idée assez répandue dans la pensée politique que l'homme a des invariants qu'on ne peut pas braver, qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain, et qui d'ailleurs ne changeront pas fondamentalement. Donc, il faut faire avec forme de pessimisme anthropologique et un sentiment naturel d'appartenance à la communauté politique. Tout à fait. Vous l'avez très très bien formulé aussi, tant à l'instant que dans vos livres. C'est le sens sens fort de la pérennité, de la nécessité de faire vivre un ensemble de gens dans un ensemble de règles, que cet ensemble de gens et cet ensemble de règles ne sont pas fortuits, ne viennent pas du jour au lendemain, ne sont pas révocables au gré de caprices, et qu'il faut, ce que disait Raymond Aron, la concorde intérieure, une forme de volonté de culture et de civilisation, et la sécurité extérieure qui caractérise une unité politique par rapport à une autre unité politique, et qu'on ne peut pas transgresser ça. Aussi aisément, autrement dit, ce que vous appelez des invariants aussi, l'homme est ainsi fait, il s'inscrit dans un cadre politique, un cadre culturel, et on ne peut pas complètement le saccager sans saccager l'homme lui-même. Oui, il y a l'idée que la civilisation est un petit miracle, que la liberté se défend et se conquiert, et que une culture c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est une sédimentation, Il nous reste très peu de temps, alors je vous ramène inévitablement sur notre thème d'origine. Il nous reste 2 minutes environ. Situation politique de la France en 2017. J'imagine un instant un Marc Crapez espérant, un Marc Crapez qui dit quelque chose de bon pourrait sortir de cette présidentielle. Nos espoirs en politique ne sont jamais complètement comblés, mais si ça ne se passait pas trop mal, qu'est-ce qui pourrait sortir de cette présidentielle et du projet politique qui s'en dégagerait? Par raison, pas par goût nécessairement, mais par raison, je pense qu'il faut que Sarkozy s'impose et qu'il jugule les corps intermédiaires. Autrement dit, ces corporatismes qui étouffent la France. Exactement, ces corporatismes, le fait que les contre-pouvoirs ont pris le pouvoir depuis un certain nombre d'années, et que c'est contre ces contre-pouvoirs, en tout cas en s'affranchissant de ces contre-pouvoirs et en redonnant la parole au peuple, l'expression est connotée presque dangereuse, mais moi je pense qu'il faut redonner la parole au peuple, tant sur les politiques migratoires que l'Union européenne, que les politiques économiques, etc. En redonnant la parole au peuple qu'on réussira. Et malheureusement, je ne pense pas que des candidats comme Bruno Le Maire puissent, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Oh non, je ne me permets pas de donner les réponses ici, mais mon scepticisme, j'aurais une part de scepticisme devant une candidature comme celle de Bruno Le Maire ou même celle d'Alain Juppé, qui n'est pas un homme sans vertu, mais tout de même. Mais une dernière fois, je crois qu'il nous reste 1 minute environ, ou peut-être même pas, en quelques secondes en fait. La France, autrement dit, si vous retournez chez vous dans quelques jours, la France s'en sortira mieux après 2017 ou selon vous, elle risque de continuer de chuter? C'est pas gagné. Je crois qu'il y a des fortes analogies entre. J'étais content tout à l'heure de vous taquiner sur le Québec, les partis au Québec, oui. etc. Mais je crois qu'il y a de fortes analogies entre les deux situations. Il y a une. Ah oui, d'une certaine manière, la Nouvelle-France et la France ont un destin commun. Espérons toutefois qu'en retombe, au moment de chuter, ce sera l'occasion de se redresser. Marc Rapez, merci infiniment pour votre présence ici aujourd'hui à La Vie des Idées et pour ce passage au Québec qui, j'espère, ne se passe pas trop mal. Merci beaucoup, Mathieu. Eh bien, au grand plaisir et chers amis, à la semaine prochaine pour ce prochain épisode de La Vie des Idées.